Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce LinkedIn Live spécial réengagement des collaborateurs et des collaboratrices. Ravi de vous accueillir pour ce podcast. Alors voilà, chez Nouvelle Voix, on crée des médias d'entreprise, de communication interne et on adore les podcasts, on adore les lives. Alors on s'est dit qu'on allait faire un podcast en live et qui de mieux pour faire cet événement, ce live, qu'avec Aurélie Renard qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Bonjour David, ravi d'être avec toi. Écoute, merci, ravi également, on va se rapprocher du micro, mais oui c'est du direct, hein, c'est comme ça. Aurélie, je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cette émission. Alors on va tous dire, hein, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, mais moi je t'ai connu à travers les réseaux sociaux parce que tu postes toujours des choses avec beaucoup d'intérêt pour moi, très riche autour de la communication interne et je me suis dit Aurélie, il faut absolument que je l'invite. C'est adorable ça. Oui, bah, c'est sincère. J'adore avoir des retours sur les réseaux, donc merci beaucoup. Écoute, c'est complètement sincère. On a un petit souci, je crois, de live. Non, c'est bon, tout va bien ? Ok, c'est parfait. Alors je croyais qu'on avait un petit souci d'internet, mais tout va bien. N'hésitez pas à nous dire si vous recevez correctement nos échanges. On est ensemble pendant une demi-heure, 45 minutes, voire peut-être plus si vous avez des questions, si vous voulez interagir pendant l'émission. Ça sera avec grand plaisir. On va parler de réengager les collaborateurs et les collaboratrices internes. C'est le titre de cette émission live. Un petit mot, si vous me le permettez, sur Nouvelle Voix. On parlera de Innerside. Nouvelle Voix, donc c'est une entreprise que j'ai le plaisir de créer en 2019, on crée des médias d'entreprise, beaucoup de podcasts de communication interne et beaucoup d'événements live, des conventions, des séminaires qu'on couvre avec une équipe de captation, des techniciens, des journalistes, des personnes qui créent les concepts et on adore la communication interne. C'est pour ça qu'on a créé cette collection de podcasts qui s'appelle Vibration, dans laquelle on interroge la communication interne sous tous ses angles, à travers l'humour en com interne, la place des femmes en com interne. On a parlé de la manière dont on peut coacher nos dirigeants pour leur prise de parole de com interne. Et donc c'est bien normal aujourd'hui qu'on continue cette expérience ensemble en parlant de comment réengager les communications internes. Et c'est avec Aurélie donc qu'on va en parler largement. Aurélie, on va parler de ton parcours, on va parler de tes activités de conseil avec Innerside. On va parler aussi de ta vision sur la manière dont on peut réengager les communications internes. Et je vais commencer par ton parcours parce que en travaillant un petit peu sur le sujet, je me suis rendu compte, tu as fait des études de sciences politiques. Oui, je me suis fourvoyée dans des études de sciences politiques. Tu t'y es trompé ? Tu t'es fourvoyé ? Non. J'ai fait des études parce que j'adorais l'histoire, j'adorais tout ça. Ouais. Et puis finalement, ça m'a mené gentiment vers la communication. Et c'était une bonne préparation. C'était une bonne préparation. Préparation à la communication au sens large, parce que tu as travaillé non seulement, on va y venir, dans la communication interne, mais pas que, puisque tu as aussi travaillé sur la communication plus globale. J'ai fait beaucoup de com externe. En fait, j'ai fait beaucoup de relations presse au début. Ça a été les premières années. Donc ça, c'était une super école, les relations presse. Il faut appeler les journalistes, etc. Il faut appeler les journalistes, il faut être un peu tenace. Voilà. C'est ça. Et convaincante. Il faut essayer en tout cas. Et donc, j'ai un parcours de 15 ans en entreprise dans des grands groupes privés. Et puis ensuite, une petite bifurcation vers la communication interne, puisque j'ai été déléguée générale d'une très belle association qui s'appelle l'Association française de communication interne, que tu connais bien. Que je connais bien. J'y étais encore vendredi pour parler de communication audio. Donc, on salue toutes les personnes qui sont adhérentes de l'AFSI et voilà, les délégués générales, les Sophie, Isabelle, Sarah, tout ça. On les embrasse bien fort. Et je suis sûr qu'ils nous regardent ou qu'ils vous nous regardez en replay. Et puis l'AFSI, c'est la communication interne et puis c'est aussi tes activités aujourd'hui. Et mes activités, donc il y a 5 ans, j'ai quitté l'AFSI et à l'AFSI, j'avais déjà un petit peu cette idée de l'accompagnement, parce qu'on accompagne beaucoup les adhérents, et je me suis dit, tiens, je vais continuer. Et donc j'ai créé une activité de conseil et d'accompagnement en communication, avec une grosse part comme interne. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui m'occupe, qui m'anime, c'est d'accompagner des DIRCOM, des responsables com sur leur stratégie de communication, et notamment interne, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Tu traites de l'organisation, tu traites de l'organisation du management, l'influence, le positionnement, les types de médias aussi qu'on peut partager en com interne. Exactement, l'organisation d'équipes, parce que les équipes com, souvent, on s'occupe pas beaucoup d'elles, donc elles ont besoin qu'on s'occupe aussi d'elles. Donc je fais pas mal de séminaires d'équipes com, je fais pas mal de choses différentes et je suis très sollicitée sur la com interne, d'abord parce que c'est un domaine qui me passionne, et puis parce que j'ai cette expérience AFSI qui fait que j'ai eu la chance
d'aborder pas mal de sujets et je continue à le faire. Donc, et aujourd'hui, on va en parler, la com interne, c'est d'autant plus important. Je te répète à chaque fois. Absolument. Ouais. Absolument. Allez, on va essayer de régler les petits problèmes de connexion. Je sais pas. Non, apparemment, ça marche bien. Ça marche bien. Super. Et on va parler du thème d'aujourd'hui, Oui. Aurélie, comment réengager les communications internes. Et on sent que les attentes des collaborateurs semblent évoluer. En tout cas, c'est plus les mêmes depuis le Covid. J'ai vu une étude de Ring Central, qui est une société qui crée des logiciels. Faut toujours prendre des pincettes avec les sondages, donc on n'est pas là pour donner un blanc-seing à tous ces... Mais on sent bien que les attentes sont quand même différentes après le Covid. Ouais. Et on sent qu'ils attendent de plus en plus de télétravail et de plus en plus de sens. Et moi, ça fait écho à ce que je vois lorsque j'accompagne mes clients en com interne. C'est pour ça que je me permets de parler de sondage. Toi aussi, tu le sens? Oui, moi, je le sens clairement. Je dis souvent, en fait, le Covid, c'est une parenthèse. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas eu un grand basculement. Je crois que tout le monde a vu qu'on n'a pas basculé dans le nouveau monde avec le Covid. Par contre, il y a eu un effet accélérateur, catalyseur de choses qui étaient là, qui sont l'équilibre vie privée, vie pro, le besoin de sens, le besoin aussi à un moment d'avoir de l'autonomie, pour des choses plus techniques, la digitalisation, enfin toutes ces choses qui mijotaient un petit peu gentiment. Il y a eu une accélération énorme que tout le monde a constaté et ça a donné effectivement des collaborateurs, alors qui pour certains, dans l'ensemble, ils ont tous poursuivi. Je le dis toujours quand même, on a quand même eu un super effort pendant le Covid de tous les salariés. Il y a eu un énorme effort Il y a eu une mobilisation. Et une mobilisation aussi de la com interne qui est redevenue un petit peu dans ses lettres de noblesse, qui a été mis en avant, quoi. Complètement mise en avant. Enfin, moi, mes clients qui font de la com interne, ils ont été hyper mobilisés dans les cellules de crise. Ils ont dû mettre en place des choses rapidement. Enfin, ils se sont adaptés, mais ça a été une période vraiment de création, d'innovation fabuleuse. Et puis après tout ça, il y a quand même eu un petit effet, un peu down, un peu dépression. C'est-à-dire que les gens se sont dit, mais finalement, je me suis un peu éloigné de ma boîte quand même. Je travaille de chez moi, pour ceux qui travaillent de chez eux, en tout cas de tous. Je trouve plus trop de sens, il y a moins de collectifs. Voilà, on s'est un peu tous repliés sur nos missions. Et ça, on sait que sur des questions d'engagement, c'est pas bon. Non. Donc là, c'est là que les communicants internes se sont dit, comment on réembarque les gens, quoi. Les gens qu'on a un peu laissés peut-être sur le côté, comment on les réembarque? Alors justement, comment on va les réembarquer? C'est tout le sujet de cet épisode. C'est un vaste sujet. J'ai envie de dire, on va essayer d'être assez concret, de donner une perspective, de donner des tips, des exemples un peu concrets. C'est quoi pour toi les enjeux, les nouveaux enjeux des communicants internes suite au Covid? Ouais, parce que je pense qu'ils ont changé ces enjeux. Oui. Alors, il y a un enjeu quand même qui est très très fort, qui est d'écouter. C'est quelque chose qui était là avant, mais là d'autant plus, les gens ont besoin d'être écoutés. Et un communicant interne, ça écoute aussi. Quand on communique, on commence par écouter. Donc ça, il y a un enjeu fort. Comment on fait pour écouter de la bonne façon? Tu parlais des sondages tout à l'heure, il y a plein d'autres façons. Mais pour connaître les gens et savoir ce dont ils ont besoin, il faut les écouter. L'autre enjeu, c'est de recréer ce collectif, de retisser. Moi, je dis souvent, il faut reprendre en fait le récit du collectif. Parce que ce récit du collectif, on l'a mis entre parenthèses. Les stratégies, les raisons d'être, tout ça, ça a été mis un peu sous le tapis, on va dire. Et ça, c'est pas bon parce qu'on n'a plus de perspective moyen-long terme. Donc, il fallait vraiment remettre de la perspective à un moment donné. Et donc, c'est ça que les communicants internes sont en train de faire. C'est-à-dire, c'est comment, dans une période où il y a encore vachement d'incertitude, et de toute façon, on sait qu'il y en aura toujours de l'incertitude, comment on redonne de la perspective sur le moyen-long terme pour que les gens se projettent. Parce que si on ne se projette pas, on n'est pas engagé. C'est ça, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de se projeter. Parce que j'ai aussi l'impression que les collaborateurs aujourd'hui n'ont pas forcément une fidélité à l'entreprise dans sa longueur. Ils ont une fidélité à des projets qui peuvent être différents. Et donc, du coup, est-ce qu'ils ont besoin encore de se projeter sur le long terme ou le moyen terme, ou alors c'est simplement la fin de projets qu'on peut mener dans une entreprise qui les font tenir dans une entreprise? Il y a beaucoup de turnover partout en ce moment. Oui, la grande démission. Oui, la grande démission. Qui va arriver chez nous, alors qui va concerner quand même plutôt une certaine classe de travailleurs que tous les travailleurs. Mais alors là, j'aime pas trop parler de génération, mais je constate quand même chez mes clients qu'il y a une petite fracture générationnelle. Et oui, mais sur ce sujet-là, je suis bien d'accord avec toi. Donc le fait effectivement d'avoir envie d'avoir des projets qui se renouvellent, de pas forcément se projeter, d'avoir envie de renouveau, c'est vrai que c'est plus propre plutôt aux jeunes, on va dire au moins de 30 ans, moins de 35 ans. Les autres quand même, ils essayent de se projeter un peu. Ils sont pas si mobiles que ça.
d'abord, parce qu'on sait que sur le marché du travail français, il n'y a pas une hyper grosse mobilité. Donc voilà, donc c'est mitigé. Mais je crois que de toute façon, tout le monde, même les plus jeunes qui ont envie d'avoir du court terme derrière, et moi c'est ce qu'ils me disent quand je travaille notamment avec les équipes com et avec les salariés, ils ont envie de savoir finalement au service de quoi ils travaillent. C'est quoi le sens ? C'est quoi le sens de tout ça ? Tu vois, le sens qui paraît être parfois une question un peu vague, un peu fumeuse en fait. Moi je constate, parce que je fais pas mal d'interviews et de sondages auprès des salariés aussi, je constate que ce mot ils l'utilisent. C'est quoi le sens de tout ça finalement ? Et c'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi le sens qu'on attend lorsqu'on est collaborateur ou collaboratrice ? C'est quoi le sens qu'on attend ? Est-ce que c'est un sens plus RSE ? Est-ce que c'est un sens où on va créer un univers qui va être meilleur que celui dans lequel on est atterri ? C'est quoi le sens qu'on attend lorsqu'on est collaborateur, collaboratrice selon toi ? Alors il y a un truc qui est tout bête, on va dire, mais qui est pas si évident, c'est de se dire qu'on contribue à quelque chose de plus grand. Tu sais, c'est l'anecdote là sur le je construis une cathédrale ou tu sais, voilà, que tout le monde connaît. Donc c'est ça, c'est je participe à quelque chose de plus grand finalement que ce que je fais au quotidien. On avance tous ensemble, on a des liens de solidarité, c'est très important ça, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, ça s'est maintenu. Donc voilà, à quoi je participe. Après, tu as raison qu'il y a des enjeux aujourd'hui à côté desquels on peut pas passer, quoi. La RSE, voilà, c'est-à-dire que c'est devenu un facteur différenciant, clairement. Y compris dans les recrutements, enfin on n'est pas là pour en parler de ça, mais quand même. Mais c'est clair, et que ça soit la transition écologique, que ça soit l'égalité homme-femme, que ce soit les discriminations, enfin tout ça c'est devenu c'est plus quelque chose qu'on fait à côté, si tu veux. Moi quand je faisais la com au tout début non mais dis pas voilà, comme je suis très jeune en fait, c'était il n'y a pas si longtemps mais on disait oui, développement durable, tu vois, on faisait le petit rapport dans notre coin un petit peu, etc. C'était le petit plus, tu vois. Aujourd'hui c'est juste pas accessoire, c'est au centre. Donc on peut pas se permettre, et il faut qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire que maintenant les gens ils sont un peu sortis de cette naïveté, ou en tout cas du truc où on avait beaucoup de paroles et pas beaucoup de traduction en actes. Aujourd'hui la cohérence ils la regardent. Ça, on le voit en entreprise, on le voit dans la société, en politique ou autre. Mais voilà, s'il n'y a pas de cohérence, en fait, ça crée une rupture. Et c'est là qu'effectivement, il y a du désengagement, voire du départ. Donc l'entreprise a besoin d'être cohérente. Je comprends. Est-ce que tu vois, toi, des manières très différentes de communiquer en interne entre l'avant et l'après-Covid ? Comment on embarquait avant et comment on embarque maintenant ? Alors avant, on était resté sur des trucs. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'innovation. On faisait plein de choses. Mais il n'y en avait pas beaucoup. La com, il y avait plein de choses. Moi, je le dis. Voilà. Mais on était sur des trucs assez traditionnels. Et en France, on aimait bien faire des grands-messes, des conventions, des choses. Alors ça a été un peu aussi la douche froide, quoi. Comment on fait pour continuer à créer du collectif sans avoir le séminaire, la convention, le truc, qui sont des moments importants. Donc, ça a accéléré la digitalisation. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des choses qu'avant, on faisait pas, on ne sait pas trop pourquoi on les fait pas. Peut-être que des budgets, peut-être que... puis on voulait faire des trucs trop propres, trop maîtrisés. Alors ça on va y revenir, ça m'intéresse beaucoup. Oui, on voulait faire des trucs super carrés, super cadrés, c'est-à-dire que si on faisait des webinaires, il fallait qu'il y ait une équipe technique, il fallait qu'il y ait un truc, enfin tout était super maîtrisé, on faisait des scripts, etc. Et puis là, on s'est retrouvé avec des présidents, j'ai un cas chez une cliente, qui prenaient la parole de chez eux, pas rasés, c'est vrai, à contre-jour, tu vois. C'est vrai. Et on regardait ça un peu en se disant waouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et en fait finalement ça passait complètement parce qu'il y avait une notion de proximité, parce qu'il y avait un truc en live. Est-ce que ça veut dire qu'avant on se trompait dans la communication interne en faisant des choses qui étaient peut-être pas assez authentiques, peut-être pas assez en lien avec les collaborateurs, on voulait envoyer du waouh, montrer que tout va bien, qu'on maîtrise, et qu'à un moment donné le Covid a fait en sorte que on est tous un peu dans le même bateau, et que ça a peut-être remis les dirigeants comme les premiers communicants, ils tiennent la barre, et du coup là on est dans un exercice d'authenticité, et voilà, et peut-être que ça se poursuit maintenant, je sais pas. Oui, ça se poursuit, parce que là il fallait se montrer, si tu veux. C'est-à-dire que, alors il y en avait déjà qui faisaient ça très bien, je vais pas citer, tout le monde les connaît, enfin qui étaient sur le terrain, etc. Puis il y en a qui préféraient laisser avancer un peu les communicants. Là il a fallu qu'ils se montrent, parce qu'il fallait montrer qu'effectivement ils étaient encore là, quoi, qu'ils tenaient le truc. Et je crois qu'ils ont pris goût à ça. Je crois qu'ils ont vu qu'effectivement cette authenticité ça paye. On va pas redonner des sondages, mais il y a plutôt une bonne cote de confiance en France par rapport aux dirigeants et aux entreprises. Donc voilà, et on a accepté de faire des choses moins maîtrisées. Et ça, pour répondre à ta question, je pense que c'est important, parce qu'on a peut-être été un peu loin dans l'aspect com tel que les gens veulent plus trop le voir, tu vois, dans les grosses machines, les trucs... Et puis il y a un côté paradoxe, parce qu'on a l'impression que
il faut encore plus communiquer. Et on va y revenir, est-ce qu'il faut plus communiquer ou pas? Mais moi j'ai le sentiment que les entreprises communiquent de plus en plus, y compris pour aller chercher des talents, pour imprimer une marque employeur, pour essayer de garder les collaborateurs et les collaboratrices en leur sein. Et en même temps, du coup, on peut faire des choses aussi qui sont un peu à la maison avec les outils. Et donc du coup, c'est-à-dire que on a peut-être de moins en moins besoin de faire des choses qui sont très très léchées. Alors qu'il faut de plus en plus communiquer, de plus en plus convaincre. C'est ça le paradoxe pour moi. Bah oui, parce qu'en fait, il y a 2-3 trucs qui sont apparus qui s'appellent TikTok, Snapchat, etc. Donc, on se dit, finalement, on a tous un smartphone, on va y aller, quoi. Sauf qu'avant le Covid, en fait, il y a quelques boîtes, je pense à Orange, etc., qui avaient dit à leurs collaborateurs, allez-y avec votre smartphone, c'est bon, quoi. Faites des trucs un peu trash, c'est pas grave. Et puis les autres, quand même, étaient là, on va quand même leur donner des cours sur comment on se sert du smartphone et tout ça. Donc, on repartait dans un truc super maîtrisé. Et là, ça s'est desserré parce que là, on accepte de voir des choses qui sont, qui sont moins propres, avec des discours qui sont moins cadrés, et on gagne en authenticité. On gagne en parler franc aussi. Tu vois, ça c'est aussi un truc qu'on disait, il faut se parler, quoi. Faut parler de tout dans l'entreprise. Là, avec le Covid, on s'est mis à parler de tout, y compris de sujets qui n'étaient pas hyper sexy et sympa. Donc oui, je pense que là, on reviendra pas en arrière là-dessus. C'est fini. On reviendra plus en arrière. Très bien. Est-ce que toi, en termes de type d'outils de communication, tu as le sentiment qu'il y a des outils de communication qui sont particulièrement plus adaptés pour embarquer? Ou est-ce que peut-être on ne parle pas d'outils, mais finalement c'est la stratégie qui doit être complètement revue pour réembarquer les collaborateurs et les collaboratrices? Alors, pour faire beaucoup de stratégies de com, je ne vais pas te dire qu'il ne faut pas faire de stratégie, parce que si on ne fait pas de stratégie, on ne sait pas où on va. Donc, il faut en faire. Après, l'outil, il est important. Alors, bien sûr qu'on est à l'ère de l'image et que la vidéo, ça crée une proximité, ça crée... moi, je parle beaucoup d'incarnation avec mes clients, parce qu'on a encore des coms qui sont très désincarnés. Donc, je vais montrer les gens, en fait, quand même. Montrer les gens qui portent les projets. Donc, oui, la vidéo, c'est un média aujourd'hui qui est incontournable. C'est évident. Mais tu vois, alors, pour aller aussi sur ton activité, la radio, c'est quelque chose qui explose, en fait, qui était là avant. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un média, en fait, dans lequel... C'est l'un des plus vus des médias, hein. C'est un média dans lequel il y a une très très grande crédibilité. En fait, tous les sondages montrent, quand on interroge les Français, que c'est un média, si tu veux, par lequel on arrive à créer une confiance et une proximité qui n'est pas du tout la même. Pourquoi, selon toi? Pourquoi? Parce que moi, j'ai bien une idée, parce que j'en parle souvent, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, Aurélie. Parce que je pense que... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est un média d'accompagnement. Donc, tu veux, c'est un média qui est familier, tu vois, c'est le média, c'est le... Alors, on a tous l'image de la radio telle que c'était avant, tu vois, dans la cuisine, pendant que tu es en train de faire autre chose, etc. Et puis après, on est passé au podcast sur smartphone, on est passé à d'autres choses, mais ça reste, tu vois, dans l'imaginaire un peu ce média d'accompagnement. Je pense le fait qu'il n'y ait pas cette image aussi fait qu'il y a quelque chose qui se crée, en fait, plus directement entre celui qui parle et celui qui écoute. C'est aussi des médias qui ont mis en place très vite du question-réponse, tu vois, comme on fait là. Absolument. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui font que finalement, cette parole qui passe par la radio, en fait, elle passe mieux. Elle passe mieux qu'en vidéo ou à la télé. Alors, on a parlé un peu d'outils un peu vite. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les stratégies de communication interne. Aujourd'hui, donc, l'enjeu, c'est de réembarquer. Je ne sais pas si c'est un enjeu collectif global, mais en tout cas, nous, on voit beaucoup dans nos métiers de consultants, d'aide dans les communications internes et de production de médias tout le monde, moi, me demande faisons des podcasts ou faisons des événements live pour réembarquer, pour créer du lien, pour faire en sorte qu'il y ait une transversalité, que tout le monde se connaisse et qu'ils ont envie de venir au travail, de rencontrer l'un l'autre. C'est ça. Comment on fait pour créer une stratégie de communication qui est avec cet enjeu-là? C'est quoi la méthode? Alors, c'est quoi la méthode? La méthode, c'est vraiment ce qu'on avait commencé à faire avant, mais c'est de faire une place à chacun dans ce récit, c'est-à-dire c'est de faire du participatif, du vrai participatif, c'est d'incarner ce que disait la communication, c'est-à-dire c'est de montrer que finalement, dans ce sens global, chacun a sa place, c'est de le montrer concrètement aussi, c'est de sortir des discours un peu et des récits très théoriques, mais de montrer comment ça se fait au quotidien, quoi, comment les salariés mettent en place ça. C'est aussi quand même de refaire un peu des occasions de se rencontrer, tu vois, des événements, peut-être pas de même format. Moi, j'ai beaucoup de clients qui se sont un peu inquiétés après, je sais plus quel confinement, je m'y perds. Il y en a eu plusieurs, on sait plus. Hein. On sait plus, en me disant, mais est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils vont revenir?
Alors ils sont revenus quand même, globalement, mais ils vont pas revenir 5 jours sur 5. Non. Voilà, parce que personne n'a envie de revenir 5 jours sur 5. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va revenir 3 jours voilà, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc là, on va avoir une réflexion très intéressante autour de quelle est la valeur ajoutée d'être tous ensemble dans des locaux, quoi. Qu'est-ce qu'on propose de différent? Et donc on s'interroge quoi, sous forme de focus group, sous forme d'interview, on interroge les uns et les autres pour comprendre pourquoi ils auraient envie de revenir. Exactement, on les interroge, on teste des choses aussi. Je pense qu'il faut tester des nouveaux formats de réunion, des nouveaux formats d'événements. Moi j'ai pas mal de clients qui lancent un café avec, tu vois, dans l'idée de la proximité du dirigeant. D'ailleurs on a un café. D'ailleurs on a des cafés. Et donc voilà, donc il faut tester des choses en fait. Je pense qu'il faut se dire qu'on le dit depuis longtemps, on fait du test and learn, etc. Mais en com, on faisait pas tellement de test and learn parce que c'est pas notre culture en fait. Voilà. Il y en a qui le font. Moi, je le vois pour les podcasts. Il y a certains clients qui me disent, on va peut-être le tester puis on verra après. Et effectivement, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec l'échec qui est particulier. Je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est la com interne, on ne peut pas se tromper, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu particulier dans le fait de lancer quelque chose et pas donner suite. On se met un peu de pression. Après, je dis souvent quand même à mes clients, la com, c'est une des fonctions les plus visibles. Tu ne peux pas te cacher. Tout le monde regarde si tu fais un truc, donc c'est pas très facile après de dire aux gens, allez-y, si vous échouez, c'est pas grave. Non, c'est pas facile. Donc, d'autant que les dirigeants sont plus ou moins à l'aise avec ça quand même. Donc, à un moment donné, je pense qu'effectivement, il y avait ce besoin de maîtrise. Je le vois comme toi bouger, c'est-à-dire que du test and learn, j'en vois de plus en plus. On en voit quand même. Donc voilà, on teste des trucs. Si ça fonctionne pas, on arrête. Si ça marche, on poursuit, on crée des choses et on laisse justement les salariés proposer des choses. Tu vois, moi, Toi, t'accordes une grande importance à la co-construction et moi aussi, on partage ça. Oui. Moi, l'intelligence collective, qui est un mot un peu galvaudé, mais qui a un sens, qui a un réel sens, avec des méthodes derrière, avec une vision, etc. Je pense que c'est déterminant. Enfin, voilà, parce que l'intelligence, elle n'est pas concentrée dans quelques cerveaux en entreprise, donc il faut aller la chercher partout où elle est. Ouais, d'accord. Alors, on interroge les uns les autres, on fait un diagnostic et puis on bâtit une stratégie. Certains me disent, on est déjà pollué avec une infobésité qui va dans tous les sens, qui appartient à la sphère publique, c'est-à-dire qu'on a des BFM, on a des CNews, on a énormément d'informations, mais qui aussi arrive aussi dans l'entreprise, cette infobésité. On voit des newsletters, des vidéos, il y a la machine à kiffer qui est un organe de communication aussi. Comment on peut faire pour réengager les collaborateurs lorsqu'on a peut-être le sentiment de faire un brouhaha, de faire un coup de balai dans tout ça? On a un peu, je dis souvent, on a mis en place des canaux, des médias, des machines. Maintenant, il faut les alimenter, ces machines, quoi. Et parfois, on a un peu perdu la main dessus, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas, on coupe tout à un moment donné et on revient aux fondamentaux et on recrée, voilà. Parce que des newsletters dans les entreprises, ça fait des années et des années qu'elles existent. Elles ne sont pas réinterrogées, les utilités de ces newsletters, souvent. Et puis on rajoute quelque chose, des lives, des potes. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas de se dire, on arrête tout et puis on avance petit à petit? Est-ce que c'est pas une stratégie, ça? Moi, quand je travaille sur des strates et des plans de com avec mes clients, souvent, quand on arrive au dispositif, je leur dis qu'est-ce qu'on crée et qu'est-ce qu'on arrête. Alors le qu'est-ce qu'on arrête, il est un peu difficile quand même, clairement. Après, il y a les stats, elles se pilotent. Moi, j'ai vu des posts que tu as fait et des conférences que tu as pu sur le pilotage de la com interne. C'est aussi un enjeu qui est peut-être pas vraiment encore tellement exploré en ce moment. Qui a progressé, qui doit continuer à progresser. Après, on peut aussi arrêter des trucs qui fonctionnent parce qu'on veut passer à autre chose. En fait, le risque, c'est le millefeuille, quoi. C'est d'empiler. Et comme tu le dis très bien, sur la production de contenus éditoriaux, qui est devenue une énorme partie de l'activité de com. Énorme, extrêmement chronophage. On a un peu perdu la main. Moi, je vois que quand je travaille avec mes clients sur des stratégies éditoriales, on se dit finalement, les contenus, ils se mettent au service de quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de raconter comme histoire? De quoi vous allez parler? Et on va aller chercher les contenus. Aujourd'hui, bien souvent, les contenus, ils arrivent de partout. Alors, tout le monde veut communiquer, tout le monde pense avoir des choses super intéressantes à dire. Et c'est pas toujours simple pour des DIRCOM de dire stop. Lorsqu'on a... maintenant, il y a plusieurs types de médias. Il y a l'écrit avec les newsletters qui existent, il y a des magazines, tout ça, c'est le rédactionnel, on va dire, que ce soit en newsletter, en intranet, etc. Il y a l'audio, le podcast, il y a le live qui a pris de plus en plus de place. Est-ce qu'on pourrait donner des indications pour dire certains types de messages sont plus appropriés à l'écrit, certains types sont plus sur l'audio. Moi, je sais que par exemple, sur l'audio,
parce que c'est un média d'authenticité, tu en as parlé tout à l'heure, c'est un magnifique moyen pour présenter les métiers par ceux qui sont dans les métiers, incarner ces métiers et tendre le micro à celles et ceux qui n'ont pas envie d'être devant une caméra et qui ont envie d'être plus valorisés que par un rédactionnel. Donc est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que l'audio, c'est peut-être le média d'authenticité qui va aller dans le cœur des métiers pour présenter les actualités vraiment du cœur des métiers et celles et ceux qui créent ces actualités et ces projets? Oui, l'audio, c'est magnifique pour ça, parce qu'en fait, on se met à hauteur d'homme, quoi. Tu vois, on est à côté. Moi, je me souviens, dans une boîte, ils faisaient ça. C'était des bailleurs sociaux, et tu avais des émissions audio où ils allaient interviewer les gardiens d'immeubles, etc. C'était génial. Tu entendais les bruits autour et tout. Tu avais vraiment un truc, voilà. C'est un super média pour faire ça. Je pense que c'est un super média aussi pour parler de stratégie. C'est un super média pour parler aux managers. Parce qu'encore une fois, c'est un média d'accompagnement. Donc, en mobilité, il est très pratique. Pour répondre à ta question, il y a aussi la question de ce qu'on veut dire par le bon média et des usages des gens. Or, l'usage en mobilité, en fait, il a pas mal progressé parce qu'il y a pas mal de collaborateurs qui sont en mobilité. Oui, c'est vrai. Donc, alors, c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que pendant le Covid, ils étaient pour le coup pas du tout en mobilité, mais le podcast a énormément augmenté. Donc, en fait, effectivement, le podcast, après, on va venir sur les autres, on va pas parler que de podcast, même si c'est Nouvelle Voix et qu'on fait beaucoup de podcasts, on va pas parler que de ça, mais c'est un média de mobilité, oui. Mais on a vu dans le Covid qu'il y avait une explosion aussi de ça. Et donc, en fait, c'est un média... Alors, certains me trouvent un peu taré quand je dis ça, mais c'est un média qu'on peut écouter lorsqu'on fait autre chose. Et donc, voilà, ça nous oblige, nous, producteurs de médias audio, à trouver des moyens pour attirer l'attention de personnes qui font autre chose, qui cuisinent, qui marchent. Et donc voilà, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Alors, c'est drôle parce que c'est un média donc d'accompagnement, on fait autre chose, et en même temps, c'est un média qui a une très forte capacité de mémorisation. En fait. C'est vrai. Donc, tu fais autre chose, mais tu retiens ce qu'il dit. C'est vrai. Et parce que c'est une écoute, on fantasme un peu. C'est une écoute dans laquelle on rentre, en fait. C'est une écoute active, c'est une écoute qui nécessite effectivement qu'on tende l'oreille. T'es pas parasité par l'image, t'es chez toi, t'entends plein de choses. Enfin, encore une fois, t'as ce qui est dit, et puis t'as toute l'atmosphère qu'il peut y avoir, notamment sur des reportages. Donc, oui, c'est un média, je dis pas ça parce qu'on est chez Nouvelle Voix, mais c'est un média qui est très complet. Enfin, moi, je l'ai vu se développer, et je trouve qu'il y a plein d'applications différentes. Et il y a des boîtes qui ont déjà, depuis des années, je pense notamment aux Mousquetaires, parce que c'est un exemple qui est très connu, mais la radio, en fait, qu'on entend dans les magasins, en fait, elle démarre le matin pendant la mise en rayon. Et les salariés ont pendant 2-3 heures, pendant la mise en rayon, une radio pour eux, quoi. Ils font ça depuis 10 ans, je crois. On l'a fait chez NAF aussi. Il y a plein d'exemples comme ça où c'est très approprié. T'as plein de choses. T'as des essais de sonorisation aussi sur site industriel, parce qu'il y a quand même un vrai sujet aussi quand on dit réembarquer. Il y a des gens, ils n'ont pas arrêté de travailler pendant le Covid. Ils étaient sur site de production. Par contre, ces gens-là, on a un souci en com interne depuis toujours, c'est comment on les touche. On a digitalisé en fait nos dispositifs, et on a des gens qui sont juste pas devant des ordinateurs. Ils sont sur chaîne de production, ils sont en magasin. Moi, j'ai plein de clients qui sont dans la grande distribution. Donc, comment on les touche? Donc, effectivement, l'audio peut être un bon moyen. D'autant qu'ils ont des moments de transport, ces personnes-là. Ils ont des moments de transport, ils sont dans des sites, donc il y a des essais de sonorisation même d'usines. Donc voilà, après c'est des choses qui se discutent parce que c'est plus ou moins acceptable pour un salarié. Voilà, il faut être assez light sur ce qu'on passe, mais oui, ils ont des temps de transport, ils ont des choses qu'ils peuvent écouter en replay. Donc oui, donc ça marche bien. Ça marche bien. L'écrit, quel type de communication tu verrais sur l'écrit? Alors moi, je vais me mouiller un peu. Vas-y. Mais tu peux ne pas être d'accord avec moi, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu sois pas d'accord avec moi. Pour moi, l'écrit, c'est des choses sur lesquelles, sur statutaire, des choses de l'ordre de la réglementation, des droits, des devoirs. Là, je suis en train de faire un guide de parentalité avec Excel. Pour les futurs parents, et ben là il y a des textes, des lois et des obligations, il y a des choses que l'entreprise octroie, et je trouve que là pour ça l'écrit reste, et c'est des choses de l'ordre du process presque. J'ai l'impression que c'est plus comme ça qu'on peut l'utiliser l'écrit, moi. Je suis d'accord avec toi, désolé, mais c'est le média de la pédagogie, l'écrit. C'est le média du factuel aussi quand même. Dans l'écrit, notamment sur des formats courts. On est encore quand même pas mal sur de l'actu, sur des brèves, etc. Et puis c'est un média du récit. Donc on a vu réapparaître ces formats longs en fait il y a quelques années. On voyait apparaître des MOOC, des choses comme ça. On se disait voilà, les salariés vont jamais lire ça et tout. Et ben en fait ils adorent. Comme je me souviens, Nespresso faisait un truc comme ça chaque année entre le yearbook et le MOOC. C'était c'était parce qu'il y avait aussi une plume, il y avait quelque chose. On revenait à l'écrit si tu veux dans toute sa noblesse et que ça les salariés
salariés, ils adorent. Moi, je dis souvent, les salariés, en fait, c'est les salariés mêmes, adorent. Ouais, oui. ça m'étonne parce que j'ai l'impression qu'on lit tellement de choses, on a tellement de rapports à l'écran. Ça m'étonne que tu me dises les salariés adorent lire des longs reportages, des longs récits. Ça m'étonne un peu. Peut-être pas tous et tout le temps, ouais. mais ils le font. Tu sais, les salariés, en fait, c'est les mêmes que ceux qu'on voit dans la rue, qu'on voit dans les kiosques, qui achètent des choses. Moi, je suis toujours assez bluffée par la vitalité des nouveaux magazines et qu'on voit, et notamment ce type de magazine en kiosque. Ça fonctionne, alors pas tout le temps, pas sur tout, mais si tu leur proposes quelque chose de qualité, si tu veux, qui est bien écrit, oui, ils vont avoir envie de le lire. Ouais. Ils n'ont pas envie que de zapper et de lire des brèves. Non, c'est pas, ça serait un peu caricatural de dire ça. Donc on est dans le média de la pédagogie où on peut de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais faire aussi des récits un peu plus longs, des textes un peu plus longs qui restent. Et la vidéo dans tout ça, est-ce qu'on n'est pas... Alors je vois encore beaucoup de vidéos, mais la vidéo se fait rattraper un peu par l'audio. Et du coup, est-ce que toi tu as l'impression... Oui. Moi j'ai le sentiment que c'est complémentaire et que les vidéos de toute façon doivent être très courtes, doivent être de 2 minutes, 2 minutes 30. Ça a un effet très... faut que ce soit très cuté, c'est pas forcément pour moi un média très authentique, mais c'est un média peut-être qui peut donner de la joie, de la dynamisme, qui peut donner un aperçu sur quelque chose. Oui, alors c'est un média effectivement qui transmet une dynamique, c'est un média qui permet d'incarner aussi, parce que les gens ont quand même besoin de voir. Moi, je suis frappée dans les entreprises souvent, le premier besoin c'est de connaître. En fait, les gens dans la boîte, on ne sait pas, mais qui fait quoi en fait. Ça bouge, on ne sait plus, les organisations bougent, donc effectivement, voir, c'est important. C'est un média qui permet aussi de montrer des choses, de montrer des réalisations. Donc oui, c'est un bon média, c'est un média aujourd'hui qui est incontournable. Qui est plus tout à fait la vidéo institutionnelle comme on faisait avant, aussi très léchée, tu vois, avec des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus rythmés, des fois pas de générique, tu vois, des choses qui sont vraiment très réseaux sociaux pour le coup. C'est-à-dire que là, on s'est quand même beaucoup inspiré de ce qui se fait à l'extérieur. Donc, c'est un média dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, clairement. On ne peut pas se passer de la vidéo. Non. En communication interne. Non, ni en com interne, ni en com externe. Enfin, je connais pas, j'ai pas d'exemple de boîte qui fasse pas de vidéo. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et les lives, on est sur une prise de parole un peu événementielle sur des moments clés en fait. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont gardé ce réflexe du Covid de faire des lives très souvent et c'est souvent des teams, des choses comme ça. Je sais pas s'il faut pas rendre ces lives un peu plus rares pour que ça attire plus de monde dans un événement, dans un instant T en fait. Ouais, et puis le problème, c'est que c'est devenu un peu des catalogues de... Enfin, bon, moi, j'ai vu quelques lives ou quelques webinaires, en fait, qui étaient là pendant le Covid pour maintenir le lien, etc. On les a gardés et maintenant, c'est devenu, en fait, des canaux par lesquels on fait un peu tout passer, si tu veux, comme on avait tendance à le faire dans le mail. Oui, et puis il y a un côté happy few pour ceux qui sont là et c'est les personnes qui sont en réunion qui peuvent pas se connecter, ils sont complètement... Et les autres regardent pas le replay, donc voilà, les questions, ça marche plus ou moins, ça dépend des cultures d'entreprise, parce que souvent, il y a une partie question qui est pas inintéressante, d'ailleurs. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, sans doute qu'il faut les espacer, il faut peut-être les réorienter aussi, quoi. On recommence en entreprise à reparler des stratégies, des projets transfo, etc. Donc, il faut peut-être les orienter là-dessus, parce que c'est aussi des médias qui sont très utilisés par les codires, notamment. Donc, de quoi parlent ces gens-là ? De ça, en fait. C'est ça qu'on attend de leur part, qui nous racontent justement ce qu'on fait ensemble et vers où on va. On a fait un peu le mix média, on a un peu identifié la manière dont on va orienter les différents types d'informations, de communication. Pour savoir si on peut réembarquer les collaborateurs, encore faut-il se poser la question de comment on mesure ça. Et ça, je ne sais pas si toi tu es amené à travailler sur ces sujets-là dans les entreprises, mais là aussi je pense qu'il y a un énorme effort à faire au niveau de la communication interne pour mesurer. Et je sais qu'il y a des mesures qui existent sur la RH, les best place to work, les choses comme ça. Je vais pas le dire en anglais parce que j'arrive pas. Mais il y a des mesures RH. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des mesures plus précises de qualité, d'atteinte d'objectifs en communication interne ? Oui, alors il y a des études quand même de com interne qui sont... alors parfois on est un peu réticents, nous, personnes de la com, en disant oui, mais est-ce qu'on va aller interroger tous les salariés sur le cycle de la com, on va les embêter, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que parfois on laisse les RH faire leur baromètre d'engagement, etc. Mais oui, moi je plaide vraiment pour ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre le pouls
Voilà. Et de façon sérieuse. Pas avec... moi, je suis pas très favorable à ces espèces d'enquêtes flash, tu sais, la météo du jour. T'es pas favorable à ça? Non. C'est trop d'informations, c'est trop leur demander? Parce que c'est les 3 questions qu'on pose comme ça. Alors, sauf à travailler avec un panel, à faire un truc vraiment très carré, mais sinon, ces 3 questions, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai beaucoup vu, alors ça a été beaucoup vendu par des prestats qui ont senti l'opportunité. J'ai beaucoup vu de clients qui n'en faisaient rien, ce truc-là, tu vois. Donc, finalement, on interrogeait, voilà. Et à un moment donné, on lasse les gens. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire une étude, tu vois, peut-être tous les 2-3 ans ou à des moments clés sur sa com interne. Moi, je dis toujours, il faut rajouter un peu de quali parce que le quanti, ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses parfois. Donc, d'accord, donc le quanti, toi, t'es pas forcément sur du quanti. Après, il y a quand même des chiffres, des KPI qui sont objectifs. Alors sur le podcast, il y a des analytics. Sur le podcast, on peut mesurer le nombre d'écoutes. Sur les rédactionnels qui sont sur les intranets, on mesure le taux de clics. Il y a quand même des choses qu'on peut mesurer. Oui. Il y a des indicateurs. Alors, souvent, c'est des indicateurs on a des indicateurs d'activité. Hein, on sait ce qu'on produit, ça c'est clair. On a des indicateurs d'audience. Parfois qu'on regarde un peu de loin et dont parfois on veut pas les regarder aussi. Parfois c'est dur de se faire mal aussi. Parfois c'est dur de se faire mal, puis parfois on sait pas ce qu'on va en faire de ça, tu vois. Donc c'est là qu'un peu de quali permet peut-être de creuser parfois aussi. Par contre, ce qu'on va pas chercher souvent, c'est les indicateurs d'impact. Parce que comment on les mesure ces indicateurs? Par les qualis justement? Via du quanti, tu peux, parce que tu as quand même des choses que tu peux mesurer via justement des baromètres plus larges sur la compréhension de la stratégie, d'un projet, l'engagement, etc. Et puis après, effectivement, ça va plutôt passer par du quali. Et c'est pas simple. Moi, souvent, mes clients me disent oui, mais ça ne dépend pas que de la com. C'est clair. Je dis souvent, la com n'a pas de territoire. En fait. Oui, voilà. Et ça dépend pas de la com. Et tu me donnes tu me tends une perche magnifique parce que je voulais justement parler du fait que j'avais le sentiment que pendant le Covid, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais bon, tu me diras, on a un peu bypassé beaucoup de strates intermédiaires dans la communication. Et bien, c'était bien normal. Il y avait une urgence, il y avait une urgence sanitaire qui nécessitait qu'on passe de la direction ou du RH directement aux collaborateurs. Mais là, on est en train de se poser la question aujourd'hui, Aurélie, de comment on réembarque les collaborateurs. Est-ce que je la pose pas mal, la question? Est-ce que la bonne question, c'est comment on réembarque les managers qui feront leur boulot derrière? Voilà. Disons le mot que nous n'avons pas dit. Qui est super important. Il y a un truc dans com interne, un domaine qui s'appelle la com managériale. Et en fait, sans ça, j'ai un président de l'AFSI, Guillaume Appert, avec qui j'ai eu la chance de bosser, qui dit toujours c'est le dernier mètre qu'on fait jusqu'aux collaborateurs. C'est-à-dire que nous, communicants, on peut faire les plus belles newsletters, les plus beaux mails, les plus belles vidéos, etc. Il y a un dernier mètre à faire. Et ce dernier mètre, c'est le manager qui le fait. Donc effectivement, on a été obligé à un moment de court-circuiter le manager parce qu'il fallait aller vite, parce que ça les arrangeait aussi un petit peu. On peut parler de Covid aux équipes, c'était pas moins sympa. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, ça les arrangeait, qu'ils n'avaient pas toutes les réponses. C'était pas mal, mais là, il faut vraiment les remettre. Et moi, je suis très contente parce que j'ai plein de clients qui remettent la com managériale vraiment à l'ordre du jour. Il y a eu une grande période de la com managériale. Moi, quand j'étais à l'AFSI, on avait beaucoup bossé dessus. On voyait des trucs, notamment chez Danone et autres, qui était un modèle à l'époque qui était vraiment super. Après, il y a eu un petit peu une petite baisse de régime en se disant, c'est pas si simple que ça. Les managers, ils veulent pas y aller. On sait pas comment faire. On va aller au plus rapide. Et là, ça revient très fort. Et ça revient pourquoi? Parce qu'il faut réembarquer. Ça revient parce qu'aujourd'hui, on a des trucs qui s'appellent des projets de transformation. Et que c'est pas j'appuie sur un bouton et on va faire. Voilà, c'est je suis manager, j'en parle, j'en reparle, j'explique, j'essaye de convaincre, j'essaye d'embarquer, j'essaye de traduire, etc. Donc oui, nous, communicants, on a ce besoin de bosser avec les managers et tant mieux, parce que c'est des relais. Et moi, je le vois aussi, je fais beaucoup de collections de podcasts pour les managers, des événements live pour les managers, et c'est vraiment une cible à part entière qu'il faut adresser. Et voilà, et il faut faire attention parce que ça peut être un relais incroyable pour réembarquer les collaborateurs que de donner la perspective aux managers pour qu'ils puissent en parler eux-mêmes. Exactement. De tout, de recherche et développement. Moi, j'ai fait une super collection de podcasts sur la recherche et développement dans un équipementier aéronautique. Et donc, il voulait expliquer aux managers quels étaient l'objet des recherches pour qu'ils puissent l'expliquer ensuite aux collaborateurs. Voilà, du coup, c'était un super projet qui a permis de toucher directement. Et puis, on s'adresse aux managers lorsqu'on fait un média pour les managers. Alors qu'on s'adresse à eux. Bonjour à tous, chers managers. On est ravis de vous accueillir. Mais ils se sentent complètement considérés. Et du coup, ils n'ont pas le syndrome du bypass. Voilà. Et on leur redonne un peu de sens parce que être manager, c'est pas ça. Moi, je suis toujours frappée dans les études, le nombre de salariés qui veulent pas devenir manager. À un moment, ça a été quand même la grosse peur des RH. Moi, j'étais dans une boîte où les gens
gens, on leur dit tu veux être manager, ils disent non, c'est bon, expert. Je vais être expert, c'est vrai. Expert. C'est vrai. Et là, ça revient un petit peu, et je pense qu'on revient justement à ce qui est un peu l'essence du métier, c'est d'accompagner ses collaborateurs. On les a beaucoup désinvestis de ça, c'est-à-dire qu'on leur a beaucoup fait faire du reporting, des réunions, etc. Et c'était super important. Mais à un moment donné, un manager, ça manage, quoi. Tu vois, c'est avec les collaborateurs, ça les développe, ça les accompagne, ça leur explique. Et je pense que si on arrive à les remettre, et il n'y a pas que de la com là-dedans, mais c'est une part importante, si on arrive à les remettre là-dessus, on va les remotiver pour manager. Parce qu'il y a un certain nombre de managers, à un moment, ils avaient aussi un peu perdu le sens de ce qu'ils faisaient, si tu veux, tu vois, avec des tableaux Excel. Donc là, ils reviennent sur ce terrain-là. Alors oui, communiquer, c'est pas simple. Il faut les accompagner. C'est vraiment une prise de risque. C'est une prise de risque qui peut être... Pourquoi c'est du risque? Parce que les managers, on peut s'attendre d'eux qui soient engagés. Ils ont une posture de management, donc ils sont un peu plus... Ils doivent être engagés. Pourquoi c'est un risque de communiquer avec les managers? Communiquer, c'est toujours un risque. C'est une bonne réponse. Voilà. Et c'est une opportunité aussi. Non, c'est un risque parce qu'on leur demande de parler de choses qui ne sont pas simples, si tu veux. Et pas que dans des contextes de plans sociaux ou autres. On leur demande finalement beaucoup d'expliquer aux gens qui ne vont pas travailler demain comme ils ont travaillé hier et comme ils travaillent aujourd'hui et qui vont devoir faire des efforts par rapport à ça. Donc, c'est pas simple d'expliquer tout ça. C'est pas simple aussi parce qu'ils n'ont pas toutes les clés. Donc, en com managérial, ce qui est important aussi, c'est qu'ils en aient un petit peu... sous le pied, si tu veux. C'est-à-dire qu'on leur donne un peu plus, un peu avant, ce dont ils se plaignent souvent. Il y a un échange avec les collaborateurs, les collaboratrices, donc il y a des questions qui vont se poser. Donc il faut qu'ils aient un petit peu plus. Souvent, les managers, ils se plaignent de ça. Ils disent, ouais, vous êtes gentil, mais vous m'envoyez les slides la veille. Ouais, d'accord. Donc c'est bien, mais j'ai pas plus que ce que mes équipes vont recevoir. Donc il faut qu'ils en aient plus. Il faut avoir un vrai travail avec eux, en fait, au départ. Les managers, c'est une communauté. Il faut la travailler, cette communauté, avec les RH. Là, c'est pas que la com, bien sûr. Et si on arrive à bien travailler ça, je pense qu'ils peuvent vraiment y trouver du plaisir dans cet exercice de com. Et surtout, ils y trouvent de la performance. Le truc qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on ne fait pas de la com interne pour s'amuser, en fait. Voilà, on fait de la com interne parce que ça rend l'entreprise... Même si on peut s'amuser pendant qu'on Même si on s'amuse, nous on s'amuse beaucoup, mais on fait de la com interne parce que ça rend l'entreprise plus performante. Donc le manager, en fait, il est rationnel. Il se dit, tiens, en communiquant, j'arrive à engager mes équipes, j'arrive à leur faire faire justement ce qu'on me demande de leur faire faire, et donc je le fais. Donc c'est ça aussi sur lequel il faut insister. On communique pas parce que c'est sympa, parce qu'on a un peu de temps et parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire. On communique pour être performant. Donc on dresse une espèce de petite matrice de communication pour embarquer depuis le début. On a parlé des médias de communication, ces médias qui peuvent être le rédactionnel, qui peuvent être la vidéo, le live, le podcast, et on parle de cibles. Et donc transversalement à ces différents médias, il y a les managers effectivement qui est une cible, et donc il y a des collaborateurs. Du coup, qu'est-ce qui reste comme communication, comme type de message qu'on peut adresser aux collaborateurs lorsque, en fait, finalement, on est en train de se dire qu'il faut quand même en adresser beaucoup aux managers des messages? Qu'est-ce qui peut rester? Alors, les deux sont très complémentaires, c'est-à-dire que c'est une question de timing et de complémentarité. Ce qui reste, c'est que ce qui est de l'ordre vraiment de la vision très haute, tu vois, des perspectives, etc., ça, c'est pas les managers qui vont là. Ils vont, derrière, eux, être plutôt sur comment on le met en œuvre. Donc, cette vision-là, on l'attend. On est dans un pays, encore, où on a beaucoup un appel au chef. Voilà. Donc, on veut entendre les dirigeants nous dire où on va. Et comment on va y aller. Et puis derrière, effectivement, il y a des managers qui sont là pour expliquer comment on va mettre en œuvre. Donc ça, pour moi, la ligne de partage, elle est là, en fait. Après, sur des sujets super sensibles aussi, on va laisser plutôt les dirigeants prendre la responsabilité. Donc voilà, les managers, ils ont leur zone. Ils ont leur zone. On peut très bien la définir. Et après, ça peut être aussi une question de timing. Moi, je l'ai vu dans plein de boîtes. On démarre par un message à tous et derrière, on donne les billes aux managers pour qu'ils puissent aller plus loin avec les équipes. Ok, très clair. Et finalement, en t'écoutant, je suis en train de me dire que est-ce que vraiment j'espère que oui, j'espère que tu vas me dire que oui. Est-ce que la com peut vraiment agir concrètement pour changer la donne avec ce télétravail, ces gens qui veulent partir loin de Paris, pour ceux qui habitent à Paris, faire du yoga, se mettre dans les circuits courts. Est-ce que finalement la chose la plus intelligente, c'est pas d'accompagner ces personnes-là qui ne veulent plus? Est-ce qu'il faut qu'on se batte pour embarquer ces personnes-là qui sont déjà loin dans leur tête? Ou est-ce qu'il faut juste les accompagner, raconter de belles histoires et faire en sorte que ce soit
des opérations de com interne que de raconter ces histoires de collaborateurs qui, quelque part, ont utilisé le marchepied d'une entreprise, qui ont utilisé ce qu'ils ont appris dans une entreprise pour faire autre chose. Moi, c'était mon cas. J'étais consultant dans une entreprise pendant très très longtemps. Je faisais des RH. Ils m'ont appris le métier de ce que c'est que le développement, de parler à un client, de produire. Et donc, du coup, ça m'a permis de monter mon entreprise. Et donc, est-ce que c'est pas des belles histoires qu'il faut raconter, ça? Plutôt que de se battre en essayant de dire « je vais les embarquer ». Oui, non, mais les embarquer, ça veut pas dire en faire des prisonniers de la boîte. Oui. Voilà, on n'est plus dans ce temps-là, on n'a plus... Et puis quand on discute avec des RH, ils veulent plus ça. Enfin, à quelques exceptions près, ils veulent pouvoir effectivement avoir un renouvellement qui est intéressant aussi. Puis c'est intéressant pour les gens qui aient des parcours différents. Après ça, il faut l'accompagner. Par contre, quand tu dis aux gens, soyez mobile, mais qu'en fait, il n'y a pas de formation. Voilà. Donc, mais oui, aujourd'hui, il faut accompagner ce mouvement-là. Il faut accompagner le fait qu'effectivement, les gens, le travail, même s'ils adorent ça, c'est pas l'essentiel de leur vie. Ils ont envie de rentrer chez eux pas trop tard le soir. Ils n'ont pas envie de bosser comme des malades le week-end. Ils ont envie d'avoir un équilibre. Donc on va pas aller contre ça. Je pense qu'il faut au contraire, effectivement, l'accompagner, leur dire voilà ce que vous pouvez faire chez nous, voilà pourquoi on le fait ensemble, mais on comprend très bien qu'il y ait d'autres choses aujourd'hui qui sont importantes. Donc il faut plutôt accompagner qu'aller contre et freiner, si tu veux, ça ne servirait pas à grand-chose. On parle de offboarding beaucoup dans la RH, on n'en parle pas du tout dans la communication interne. Or moi, je suis en train j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai envie de parler d'offboarding en communication interne. Donc je m'adresse à celles et ceux qui nous regardent en replay, en live. Je suis en train de faire une collection de podcasts géniale avec des personnes qui partent à la retraite dans une entreprise pour avoir leur enseignement de carrière. Pourquoi ne pas aussi faire des médias, des rédactionnels, des vidéos, peu importe, avec des personnes qui s'en vont et qui expliquent comment l'entreprise les a aidés à aller plus loin, à faire différent. Je pense que ça remettrait la communication interne au centre de ces problématiques de offboarding et ça en ferait de belles histoires qui inspireraient beaucoup en interne. Bon voilà, je trouve que c'est, je sais pas si tu en vois beaucoup. On n'en voit pas de ça. Moi c'est un sujet que j'adore. J'en ai parlé à une cliente il y a pas très longtemps parce qu'on parle d'onboarding, il faut parler d'offboarding parce que c'est un sujet qui a encore un peu de tabou. Il y a beaucoup d'affect là-dedans. On est toujours déçus de voir quelqu'un partir. T'as l'impression qu'il y a une séparation, quoi. Tu vois, tu divorces. Donc souvent je dis on n'est pas marié à sa boîte, donc on a un chemin à faire, on a des trucs à apprendre quand les gens partent aussi. Mais il y a des opportunités là-dedans aussi, y compris en interne. Et il y a de la transmission parce qu'effectivement ce qui fait un peu peur aussi aux boîtes, c'est de laisser partir des compétences, des connaissances, etc. Moi, j'ai bossé aussi dans l'aéronautique et c'était un vrai sujet, ça, quand même. Et donc, il faut l'organiser, ça. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'effectivement, on puisse garder ces connaissances-là pérennes, même si les gens s'en vont. Bien sûr. Mais je pense qu'il faut enlever un peu l'affect autour de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un parcours, c'est plusieurs boîtes. Ça ne veut pas dire qu'on a été déçu par son employeur, c'est-à-dire qu'on a envie de faire autre chose. Et l'offboarding, je suis très contente que tu travailles là-dessus et que tu en parles parce que je pense que c'est une mine d'or ce qu'on peut apprendre à ce moment-là. C'est une mine d'or. Je suis d'accord. Ça passe très très vite, Aurélie. Ça va très très vite. Ça passe très très vite. Oui. En fait, j'ai envie de te poser une dernière question. Tu as bossé en com externe et en com interne et on a l'impression que la communication interne se professionnalise de plus en plus. Il y a un mix média, il y a des KPI, il y a des stratégies. C'est quoi la différence entre la com externe et la com interne aujourd'hui? et ça amène une autre question. C'est est-ce que finalement c'est pas le même service qui devrait gérer ce sujet-là ou est-ce que c'est un service différent? Tu ouvres un dossier, David. Tu veux me fâcher avec... Non, il n'y a pas de... Je travaille pas mal sur des orgas et on me pose souvent cette question. Il n'y a pas une bonne orga, en fait. Il y a de la com interne, parfois la DRH, parfois la com, etc. Moi, c'est vrai que j'ai souvent bossé dans des DIRCOM où on avait les deux et je trouvais que c'était plutôt un bon fonctionnement. Mais peut fonctionner. Donc dans les DIRCOM d'avoir les deux, si ce n'est que quand tu as les deux, il faut que le ou la DIRCOM soit en équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire que parfois on a la com interne, la com externe, mais la com interne, on sent qu'elle est un peu moins... c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. Pas te blesser. On sent qu'elle est un peu moins prise en compte quand même. Donc c'est quoi la différence? Alors je vais reciter mais mal quelqu'un que j'aime beaucoup qui nous a quittés malheureusement, qui était Pierre Labasse, qui était le président d'honneur de l'AFSI, qui était un des premiers DIRCOM internes de Danone, de BSN, qui nous a quittés il y a peu de temps. Il y a quelques mois. Et il disait en gros, pas tout à fait ça, il le disait mieux, mais il disait on peut pas mentir aux salariés, c'est-à-dire qu'eux ils font l'expérience de l'entreprise tous les jours. Alors je sais pas qu'on peut mentir aux clients, voilà, mais en tout cas eux ils voient ce que c'est. Donc il y a cette proximité, il y a cette authenticité, il y a ce rapport qui se crée et c'est pour ça que la com interne c'est très exigeant.
Ouais. Et puis quand on est communicant interne, on est aussi soi-même sa cible, c'est-à-dire qu'on est aussi salarié, et c'est un vrai truc de schizophrène parfois, ce truc, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on te dit accompagne le changement, mais toi-même, faut que tu t'y fasses un petit peu déjà au changement. C'est vrai. Donc il y a une vraie exigence, c'est pour ça que les gens qui font de la com interne, souvent ils ont une sensibilité particulière, et quand ils commencent à se frotter à ça, en fait, ils ont envie de continuer à faire ça. D'accord. Donc moi en tout cas, comme je disais, je fais de la com globale, mais là où je trouve le plus de sens, c'est dans la com interne. Parfait. Merci Aurélie. On Merci pourra en faire plein des épisodes et peut-être qu'on en reprogrammera un. Oui. Je sais pas. En tout cas, ça fait plus de 3 quarts d'heure qu'on échange ensemble. Ça passe très ça va vite. super vite. Merci à toi. Je t'en prie, on a abordé plein de sujets ensemble. J'espère que ça vous a intéressé également. Cet épisode va être accessible en replay. Cet épisode va être également accessible en podcast sur la collection de podcasts Vibration. Merci de nous avoir suivis dans ce LinkedIn Live. Merci Aurélie d'être venue à nous. Merci David. On se retrouve très vite sur Vibration, le podcast qui fait vibrer les communications internes. Ciao, à bientôt. Salut.